Bienvenue à vous si vous nous rejoignez et attention, ce qui va suivre va vous sidérer. Mon invité est un ancien DRH, 20 ans dans de grandes entreprises. Il a viré un millier de personnes environ, dont 250 sans aucun motif. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il sort un livre choc dans lequel il explique ses méthodes, ses cliniques, froid, souvent sadiques. Il n'y a qu'à regarder sa définition du DRH, recruter, casser, jeter. Il s'est réveillé il y a quelques années en réalisant qu'il fallait du lien social en entreprise. C'est désormais dans ce secteur-là qu'il travaille désormais. A-t-il des regrets? Eh bien, je vais lui poser la question tout de suite. Bonjour Didier Bill. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le voilà, votre livre. DRH, la machine à broyer. Je donnais la définition recruter, casser, jeter. C'est la définition que vous donnez de votre métier. Est-ce que c'est la définition de votre métier ou est-ce que c'est votre définition de la façon dont vous exerciez votre métier? C'est la définition de ma perception du métier comme il est aujourd'hui appliqué et depuis plusieurs décennies dans de très grands groupes et dans de très nombreuses entreprises. C'est spécifique aux très grands groupes? Oui. Oui, parce qu'une entreprise, si elle n'atteint pas une certaine taille, je vais parler d'une PME, n'a pas les moyens d'avoir ce genre de politiques qui sont à la fois très coûteuses financièrement, mais ça, c'est pas important, mais très coûteuses humainement également. Alors, vous dites 1 millier de licenciés en 20 ans de carrière, dont 250 sans aucune raison valable. Vous détaillez tout ça dans votre livre. Je le disais à l'instant, avec des méthodes qui sont franchement glaçantes. Sérieusement, quand on est un salarié, on se met à la place de ces gens qui ont eu affaire à vous et on se dit que tout cela a dû être extrêmement douloureux. Alors, Dominique de Montvalon, que je vous présente, d'ailleurs que je n'ai pas salué, Dominique et Olivier, il s'est intéressé à votre profil. C'est le focus. Qu'est-ce qui vous a frappé, mon cher Dominique, chez notre invité ? Profil et livres et déclarations. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui m'a frappé? Alors, ce livre, votre livre, c'est le récit, je dirais, passablement cynique, enfin, lu par nous, de votre action comme DRH. Une action qui a consisté à licencier sur ordre de ses directions successives et sans état d'âme des centaines, probablement beaucoup plus d'ailleurs, de salariés, en utilisant pour cela, c'est vous-même qui l'avez écrit, tous les prétextes possibles et imaginables, y compris des raisons que vous avez qualifiées à l'occasion de futile. Alors, c'est une étrange confession, Monsieur Bill, parce que, vous n'allez pas me contredire, vous ne regrettez rien de vos méthodes d'inspiration, je dirais, américaines, à bien des égards, et qui, dans votre cas, ont relevé d'une brutalité inouïe. Alors, je dois dire que vous êtes, pour moi... mais je veux vous écouter, et puis je ne suis pas juge, mais vous êtes intéressant, mystérieux, et en même temps, je dirais que spontanément, quand on voit toutes vos déclarations, vous n'inspirez pas une sympathie spontanée énorme. On s'inquiète un peu à vous fréquenter. Vous allez nous expliquer tout à l'heure, d'ailleurs, quel est l'objet de votre démarche. Ça sera sûrement très bien. Est-ce que, Dominique, vous avez connu dans votre vie professionnelle des DRH du type de Didier Bill? Non, mais je dirais non. Alors, pourtant, je ne crois pas être un naïf. Je ne suis pas ici pour raconter ma vie. Je dirais seulement, c'est pas beaucoup, j'ai été 3 fois licencié. Et la première fois, je m'en souviens, il y a longtemps, ça s'est passé en 10 minutes, très brutalement, sans rien qu'il laisse... Je fais exprès de dire ça par rapport à votre... Sans rien qu'il laisse prévoir. Et puis en plus, sans justification professionnelle, puisqu'à l'époque, on m'a même dit, on n'a rien à vous reprocher. Bon, ça s'est passé entre avocats, passons, c'était une affaire classée. Mais enfin, c'est pour vous dire que je ne débute pas complètement dans le registre. Je ne suis pas un naïf qui est resté... Bon, alors je vais vous dire tout de suite quelque chose qui me paraît important, c'est que jamais, je dis bien jamais, on ne m'a professionnellement démoli. Or, c'est exactement, à vous lire, à vous écouter, ce que vous avez fait pendant 20 ans, Monsieur Bill. Vous dites explicitement que vous avez utilisé pour atteindre des objectifs, ceux qu'on vous avait fixés, des pratiques inavouables, des pratiques dont certains salariés jetés dehors à cause de vous. Je ne suis pas juge, je ne fais pas la morale, mais je vous donne carrément tripalement ma réaction. Certains salariés ne se sont, eux, jamais remis de ce qui leur est arrivé de votre fait. Vous énumérez d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous les avez mis dehors, en inventant parfois n'importe quoi pour atteindre l'objectif. 1, l'entreprise avait du gras, je vous cite. 2, il fallait éviter un plan social. 3, il fallait que certains jugés trop influents quittent l'entreprise pour les remplacer par d'autres, j'imagine, plus conciliants. Il y a plusieurs Didier Bill chez les DRH? Alors j'imagine qu'il doit y avoir... Vous allez nous le dire, vous avez déjà commencé à le suggérer qu'il y a quelques DRH comme vous, mais j'ai dit j'en ai jamais rencontré, faute d'expérience, mais je me réjouis. Alors tout en... C'est celui qui vous a licencié la première fois. Pardon? Oui, vous en avez au moins rencontré un, c'est celui qui vous a licencié la première fois.
En 10 ne minutes. m'a jamais démoli, monsieur. Bon, je termine. Mais attendez, c'est pas moi qui ai le dernier mot. Hein, c'est une Terminé, et discussion. puis comme ça, Didier Bill va nous expliquer vraiment Alors, tout en saluant votre démarche. franchise, je voudrais simplement vous poser 2 questions. Qui êtes-vous vraiment, vous, qui, sauf erreur, avez été pendant un certain temps, avant des DRH officiers de l'armée belge, très noble, mais ça intrigue. Hein. Et seconde question, puisque ce n'est pas un acte de repentance, quel but exactement poursuivez-vous avec ce livre? Je m'en tiens là, 2 questions. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, répondre à Dominique, nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre, et puis dites-nous qu'on sache dès le début, est-ce que vous regrettez tous ces gens qui sont broyés finalement? Je vous laisse la parole, allez-y. Je vous remercie. Sur les regrets, si vous voulez, j'y viendrai après. D'accord, alors dites-moi pourquoi vous avez fait ça. Non, je vais d'abord dire ce que j'ai à dire, parce que vous en avez parlé, bien entendu. Vous avez parlé des 1000 licenciements que j'ai faits. Alors, ce 1000, c'est moi qui l'ai donné comme chiffre, donc je ne reviens pas dessus. Mais il faut quand même revenir à la réalité et comparer des choses comparables, avoir des ordres de grandeur. 1000 en 25 ans, ça fait 40 par an. Oui. 1000... par rapport aux 6 300 000 chômeurs en France, ça veut dire qu'il y a 6 299 000 chômeurs qui le sont non de mon fait. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 250 qui sont virés sans raison. N'ayez crainte, je vais y arriver. Oui. Et enfin, 1000 sur 25 ans, quand monsieur Xavier Brossetta se fait déchirer sa chemise à Air France, il vient d'en annoncer 2900 comme ça. Donc Xavier Brossetta, DRH d'Air France. En ce qui concerne les licenciements, je suis un tout petit joueur. Et vous agissez sur ordre. C'est pas vous qui décidez de virer telle ou telle personne. C'est bien entendu jamais le DRH qui décide de mettre en place un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, ou qui décide de licencier quelqu'un parce qu'il est trop vieux. Ce n'est nullement une excuse. Mais effectivement, ce n'est pas lui qui prend la décision. Mais au moment où vous, parce que Dominique vous a été assez violent, hein, donc c'est pour ça que je vous laisse répondre. Il vous dit, vous ne vous contentez pas de mettre les gens dehors, vous les brisez professionnellement. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez d'une part conscience de ce que vous faites? Est-ce qu'ensuite vous avez un regret? Est-ce que vous avez... On a l'impression, en fait, quand on lit ce livre, c'est très clinique, et qu'il n'y a pas une once d'humanisme au moment où vous prenez cette décision. Alors, soyons très clairs, ce livre, je ne l'ai pas écrit pour me donner le beau rôle. Ça, c'était un postulat dès le départ. Donc, même si j'ai eu parfois le beau rôle, ça n'apparaît pas dans le livre. Je pense que je n'ai brisé sur les milliers qu'une seule personne. C'est celle qui ouvre le livre et qui est dans le livre appelé Marie-Antoinette. Celle qui vous a fait changer de métier. Et c'est effectivement ce licenciement qui, par le caractère tout à fait inhumain qu'il a, mais également le fait que ça ne m'a fait ni chaud ni froid, fait qu'à un moment, j'ai dit, soit tu continues comme cela, et puis tu assumeras les conséquences, soit tu arrêtes. Bon, cette Marie-Antoinette, en fait, elle a 30 ans de boîte, vous la convoquez. Elle a 60 ans. Oui. Son anniversaire doit arriver dans les jours, qui viennent autour de son licenciement. Elle a 60 ans, elle a 30 ans de boîte, son dossier est vierge. On ne lui a jamais rien reproché. Elle a toujours eu des augmentations. Et puis, début de l'année, c'est-à-dire avant même mon arrivée dans l'entreprise, le président a décidé qu'il devait diminuer les effectifs. Là aussi, il devait faire moins 9 sur le siège. Moins 9, ça veut dire on va supprimer 9 postes, 9 personnes. Quand j'arrive, il en reste plus que 2 à faire. Mon prédécesseur en a fait 7. Il en reste 2. Le directeur de la qualité vient me trouver et me dit moi, je dois en faire moins 1 dans mon bureau. C'est Marie-Antoinette. Et ma seule question, c'est quand et combien. Et comment surtout? Parce que oui, il existe des ruptures conventionnelles, il existe... Et en fait, il y a des exemples dans le livre où vous dites on voulait supprimer un service et ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré tout le monde pour faute grave, quoi. Oui. On invente des prétextes. Alors, il n'y a même pas besoin d'inventer. Parce que dans les entreprises, vous avez tellement de procédures, tellement de choses à respecter, et respecter à la lettre les procédures, ça s'appelle faire la grève du zèle, que tout le monde, à un moment, prend des libertés. Pas souvent très grave. Tout le monde a une faiblesse. Et ensuite, on la prend et on la monte en épingle. Et quand je dis on, c'est pas Didier Bill, hein, c'est les RH. Non, vous faites sur ordre. Mais alors, il y a une chose qui m'a surpris là dans ce que vous venez de dire sur les 1000. Je reprends le chiffre de 1000 puisque c'est celui que vous donnez. Et que j'assume. Il y en a qu'un que je regrette, c'est celui de Marie-Antoinette. Je n'ai pas dit que je regrette. J'ai dit il n'y en a qu'un que j'ai brisé. Et les autres non. Les autres, ça s'est fait. Non, les autres, ils ont été virés sans motif réel, sont aussi inventés. Sur les 1000, il y en a eu environ 750 qui étaient dans des cadres de plans de sauvegarde de l'emploi. Donc là, c'est beaucoup plus structuré. Et
et on ne voit pas ces victimes. Ah, oui, donc, ça, que ces gens-là ensuite aient été brisés, peut-être que ces gens-là ne s'en soient pas remis après. Mais de personnes que face à face j'ai brisées, il y en a une. Et après, j'ai changé de métier. Mais c'est Marie-Antoinette. Plan sauvegarde de l'emploi, c'est une chose. Oui. C'est une stratégie d'entreprise qui est délibérée ou annoncée en comité d'entreprise. Ça se fait de façon transparente. Et après... Non. Alors l'immense majorité, pour ne pas dire tout, les plans de sauvegarde de l'emploi, qui s'appelaient avant plans sociaux, que j'ai fait. C'est du licenciement collectif, pour faire clair. C'est mieux d'appeler ça licenciement collectif, je suis d'accord. C'est un dictat, et le dictat, c'est un chiffre qui tombait du siège, en général anglais ou américain. C'était vous faites moins 250, vous faites moins 300, vous faites moins 100 avant la fin de l'année. Et ensuite, vous le faites comment? Non, ça n'a rien de transparent. Ça n'a rien de transparent. Mais on invente le dossier. On invente le motif économique. Est-ce que je peux lire un extrait? Le motif économique. Bien sûr. Vous êtes sûr que les entreprises qui font ça inventent le motif économique? Oui. Celles que j'ai rencontrées, oui. Ah, celles que vous avez rencontrées. Mais pas toutes. Je ne peux pas parler de celles que je n'ai pas rencontrées. Moi, j'ai été salarié dans une entreprise il n'y a pas si longtemps qui a fait un plan de sauvegarde de l'emploi. Il se trouve qu'elle est en difficulté économique grande. Je n'ai jamais dit ni jamais écrit que tous les plans de sauvegarde de l'emploi étaient forcément inventés ou ne se justifiaient pas. Moi, je vous parle de mon expérience. Le plan de sauvegarde de l'emploi débute toujours de la même manière. Il y a un n'empêche dictat qui vient du siège. Il n'empêche que... alors, je dois avouer que je n'ai pas eu le temps de lire votre livre, mais j'ai lu quelques interviews que vous avez données. On a le sentiment, à vous lire, que c'est le monde de l'entreprise que vous dépeignez, de l'entreprise en général, ou des grandes entreprises en tout cas en général, sans exception. Est-ce que vous êtes sûr que vraiment toutes les entreprises... Dans toutes les entreprises, c'est le western. Est-ce que tous les DRH vous ressemblent? Et celui qui tire le plus vite gagne. Enfin, vous me demandez si tous les DRH me ressemblent. Vous comprenez que je ne peux pas répondre à cette question. Vous avez une idée? C'est la question que j'ai posée à Didier Bill en début d'émission. On dit souvent dans les grands groupes. J'espère que tous les DRH n'ont pas eu la carrière que j'ai eue. Je voudrais revenir n'ont pas eu à faire ce que j'ai fait. Je voudrais revenir sur un moment dans votre livre, c'est page 222. Il faut se débarrasser d'un service, d'accord? Il y a une idée, un PSE, ce que vous disiez tout à l'heure, donc l'ancien plan social, mais le patron, il veut pas. Il veut licencier tout le monde pour faute. Je cite, « On opta donc pour une mort plus lente et un versement de primes aux membres du comité d'entreprise pour éviter un excès de zèle. Personne ne moufta, le dialogue social, c'est sacré. » Qu'est-ce que vous ressentez au moment où ça se passe? À l'époque, je pense que je ne me suis pas posé trop de questions. C'est très clair. Ce n'est pas une excuse, soyons très clairs. Vous êtes dans l'action, il y a des choses à faire, et puis vous en avez déjà fait, et puis vous baignez aussi dans une ambiance où ce genre de choses est toléré, non seulement toléré, mais tout à fait normal. Donc vous le faites sans vous trop vous poser de questions. Parce que ça coûte moins cher, en fait, clairement, de virer quelqu'un pour faute que de faire un PSE. En fait, c'est ça. C'est quoi la volonté derrière? Ça coûte moins cher à l'entreprise parce que l'entreprise n'a pas derrière à payer les conséquences de sa politique. Donc c'est ça la motivation de l'entreprise pour dire Pour les PSE, c'est rarement, d'après mon expérience, c'est rarement une question de coût. C'est souvent une question de rapidité. Ça va plus vite. Et deuxième chose, c'est souvent également une question de on ne veut pas faire un PSE. On préfère en faire un tout petit peu chaque semaine, un tout petit peu chaque mois, parce que ça fait, croit-on, moins de bruit. Ça fait bien plus de dégâts, mais ça fait moins de bruit, et on peut toujours nier qu'il y ait un PSE. Comment est-ce que vous ciblez les salariés qui doivent partir? C'est pas moi qui les cible, c'est le manager. Comment est-ce que le manager cible le salarié qui doit partir? Qu'est-ce que c'est qu'un bon salarié qui peut rester dans une entreprise? Comprenez derrière ma question, est-ce qu'il faut être brillant pour avoir une chance de rester et d'évoluer, ou au contraire pas trop brillant? Voilà. Alors, il y a une qualité dans tous les grands groupes qu'il faut avoir, c'est être conformiste. Bien être dans le moule. Déjà, ça augmente vos chances de survie et de probabilité de progression. Ensuite, il n'y a pas de profil, parce que ça peut changer en fonction des besoins de l'entreprise. J'ai vu des départements, ou plutôt des personnes travaillant en recherche et développement, être considérées comme des cadors un mois, et puis l'entreprise décide de ne plus s'intéresser à leur domaine d'expertise. Ces gens-là n'avaient, aux yeux de l'entreprise, plus aucune valeur quelques semaines plus tard. Mais dans les ressources humaines, DRH, ça veut dire direction des ressources humaines. Il y a le mot humain dans cette qualification-là. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Oui. Alors, toujours les interviews, je crois que c'est à Challenge, vous dites...
les entreprises sont convaincues, et moi avec, et moi aussi, qu'on fait travailler les gens sous la pression et la peur. Oui. Alors, soyons très clairs, je ne dis pas que c'est mon choix, mais mon expérience est que la peur, la pression, ça fonctionne. C'est ça le monde de l'entreprise. C'est le monde de beaucoup d'entreprises. Ah, de beaucoup d'entreprises. Ah, mais non, mais vous dites, là, vous énoncez un regardons... principe. Là, vous énoncez un principe. Je suis convaincu qu'on fait travailler les gens sous la pression et la peur. Que ça marche. Que ça marche. Et ça marche jusqu'à un certain point. Mais si vous lisez... Alors, l'interview, je ne m'en souviens plus. Mais j'aborde le sujet dans le livre. Je dis, oui, ça marche, mais j'ajoute, ça marche parce que l'entreprise n'a pas à payer le coût de sa casse. Les gens qui partent en burn-out, les gens qui font des dépressions, les gens qui sont mis au chômage, ce n'est pas l'entreprise qui va en supporter. Oui, c'est la société. C'est la société. Donc oui, ça marche parce que l'entreprise ne supporte pas le coût de ses politiques. Mais ça veut dire que l'entreprise, si je vous comprends bien, on a le sentiment, à vous entendre, que l'entreprise, elle a pour seule obsession, un jour, de virer son salarié et non pas de se préoccuper de la manière dont son salarié va pouvoir travailler avec le plus d'efficacité possible. Alors, l'entreprise a pour seule obsession aujourd'hui le profit. Et c'est une très bonne chose, parce que c'est aussi le profit qui paye les salaires. Mais effectivement, dans certains moments, dans les entreprises, eh bien, des personnes peuvent penser que le profit va passer par une diminution des effectifs, que le profit va passer par les presser les salariés comme des citrons. Mais tant que le salarié est là, si on veut qu'il soit efficace, est-ce qu'il faut lui faire peur ? Ah non, mais là, une fois de plus, ne confondez pas ce que je dénonce et mon positionnement. On va parler dans une seconde, si vous voulez, justement, du bien-être au travail. On va parler de votre nouvelle vie aussi, et puis essayer de comprendre comment tout cela peut changer. Juste avant, on va faire un petit détour, comme tous les dimanches, par les studios de RTL pour retrouver Christophe Jacubizine pour le grand jury. Mon cher Christophe, dans une demi-heure maintenant, avec Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, Bénédicte, effectivement l'ancien Premier ministre, qui a sans doute des conseils à donner à Emmanuel Macron pour gérer une situation de crise. On se souvient du CPE en 2005 qui avait mis la jeunesse dans la rue. On va voir là si la réforme ferroviaire va mettre les cheminots et les fonctionnaires dans la rue. Et puis Dominique de Villepin, sa nouvelle vie, vous savez, c'est consultant international, donc il a un avis sur tous les sujets internationaux, notamment la nouvelle guerre froide avec la Russie. Évidemment. Nous, on se retrouvera ce soir aussi, Christophe, pour le live politique à partir de 18h. Alors Didier Bill, je voudrais vous faire écouter deux salariés qui sortent de ce qu'on appelle une séance de team building. Donc, c'est ces moments où on réunit les salariés et puis on essaye de créer un peu de lien. On va écouter ce qu'ils disent et puis je vous fais réagir juste après. C'est une bonne occasion de se connaître. Et puis, je pense que ce sera plus facile pour travailler ensemble par la suite. Là, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous au même niveau. Et donc, du coup, on appréhende les choses un petit peu différemment. Voilà, le team building, ça existe dans beaucoup d'entreprises et notamment de grands groupes. Dans le livre, vous dites, un salarié sympa qui crée du lien, ça peut être un danger pour l'entreprise. Un salarié qui a du leadership sur ses collègues, effectivement, ça peut être un danger. Mais qui crée du lien, vous dites ? Oui. Un salarié qui crée du lien. Bien sûr, qui crée du lien, qui peut avoir de l'influence positive sur les autres et qui, un jour, pourrait les emmener à dire non à certaines pratiques, ça peut être considéré comme... Les syndicalistes sont extrêmement mal vus, alors ? Non, je suis réaliste. Mais ça veut dire que les syndicalistes sont très mal vus dans l'entreprise, du coup, bien forcément. sûr. Bien sûr. Et ciblés, donc. C'est ciblé. Maintenant, je voudrais revenir quand même sur d'autres points. Vous parlez de mon cynisme, de mon pessimisme. Vous avez aussi en France... qu'on croit ressentir, mais peut-être... Oui, enfin, vous avez aussi en France des personnes comme Marie Peset, comme Vincent de Gaulle-et-Jacques, comme Daniel Linhart, qui sont des sociologues, des psychologues ou des psychiatres, comme Christophe Dejour, qui sont de très grosses pointures et qui dénoncent depuis des décennies les résultats de ce que je décris dans mon livre. Alors, si vous vous intéressez au sujet, ne lisez pas que mon livre, lisez aussi ces personnes. Je ne dis rien de nouveau. Tout a déjà été dit, sauf qu'aujourd'hui, c'est un DRH qui le dit. Est-ce que vous dénoncez dans ce livre ? Oui. Est-ce que vous regrettez ? Ma réponse va être un petit peu longue, si vous le permettez. Allez-y. Est-ce que je regrette ? Ce que j'ai fait, ce que les entreprises m'ont demandé de faire, mais que j'ai fait, je n'aurais pas pu le faire si la loi ne m'y autorisait pas. Je n'aurais pas pu le faire si, quand j'enfreignais la loi, le risque de me faire prendre était minime. Je n'aurais pas pu le faire si, lorsque j'étais pris, je ne risquais pas autre chose qu'une petite tape sur la main. Je n'aurais pas pu le faire s'il y avait plus de liens entre les salariés. Je n'aurais pas pu le faire si les salariés soutenaient beaucoup plus leurs représentants syndicaux. Alors, est-ce que je regrette ? Moi, je vous pose la question à vous, je vous pose la question aux auditeurs. Est-ce que vous regrettez
de ne rien avoir fait quand c'est votre collègue qui s'est fait gicler? Est-ce que vous regrettez de ne pas être descendu dans la rue pour défendre le droit du travail, qui est attaqué depuis 30 ans par tous les gouvernements de gauche ou de droite? Je vais répondre à votre question maintenant sur le regret. Quoi que je pense, quoi que je ressente, chaque fois qu'on me posera cette question en public, sur un plateau de télévision ou à la radio, je répondrai non, je ne regrette rien. Parce que ce serait trop facile. Ce serait la jouer à la Lance Armstrong qui va dans son petit costume du dimanche voir Oprah Whitney, la Bénédicte le Châtelier américaine, qui verse une petite larme. Il a endoffé tout le monde pendant 15 ans, il verse une petite larme, il regrette. Non, en tout cas, vous ne recommenceriez pas. Je ne recommencerai pas, mais je n'ai pas terminé. Dire je regrette, ce serait beaucoup trop facile. Et je pense même que ce serait manquer de respect aux gens qui ont souffert de moi et aux gens bien plus nombreux qui ont souffert des techniques que je dénonce et des techniques d'autres. Donc c'est bien plus que cela en fait. Donc c'est bien plus plus très que ému, cela. Didier Bilin. Ensuite, si je ne regrettais pas, je ne suis pas sûr que j'aurais écrit ce livre. Vous pensez en tout cas que, dans tout ce que vous venez de dire, j'ai retrouvé une phrase que j'avais notée, le même état d'esprit en tout cas, toujours dans une interview, on n'a pas trouvé de meilleur flic que le salarié lui-même. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la meilleure personne pour se mettre la pression pour travailler et pour surveiller ses copains, c'est le salarié lui-même. Pensez que les salariés se surveillent entre eux? Je pense aux... écoutez, je ne sais pas s'ils se surveillent entre eux, mais vous seriez étonné de voir avec quelle facilité vous pouvez obtenir des témoignages d'un salarié vis-à-vis d'un autre pour défendre l'entreprise auprès d'hommes. Il n'y a plus de solidarité en entreprise. Didier Bill, qu'on parle de vous, donc, pas de votre solidarité, vie. pas de solidarité avec les syndicats. Les syndicats, Pas de soutien des syndicats. Les délégués syndicaux doivent jouer aussi leur carte personnelle, j'imagine. Non. Alors non. Et ce que j'ai dit, c'est que j'en ai jamais vu de vendus. J'en ai vu qui étaient plus conciliants que d'autres. Mais aujourd'hui, on peut citer des noms d'entreprises. Si vous voulez. AstraZeneca, j'ai dû licencier chez AstraZeneca environ 400 personnes. Je peux retourner quand je veux chez AstraZeneca. Personne ne me jettera de tomates. Nortel Networks, j'ai licencié 250 personnes chez Nortel Networks. Je ne peux pas retourner chez Nortel Networks, il n'existe plus. Mais dans l'immense majorité des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai fait bien plus de résistance que je n'ai obtempéré. Ça s'est toujours soldé de la même manière, la porte. Et c'est à partir du moment où j'ai fait un licenciement de trop qui m'a posé question. Et aussi, j'ai aussi réalisé qu'on ne pourrait pas réformer l'entreprise de l'intérieur, que j'ai décidé de partir. Donc, vous êtes parti vous travaillez maintenant dans vous travaillez à recréer du lien social dans l'entreprise. Ce qu'a dit Emmanuel Macron dans une interview au mois d'octobre sur TF1 et LCI, où il dit « Il faut absolument que les entreprises recréent du lien social ». Vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Est-ce que les grands patrons comprennent? Tout le monde, mais de nature, je suis optimiste, oui. Mais optimiste, réaliste. Maintenant, avant de recréer du lien social, je pense que les entreprises doivent d'abord recommencer à réfléchir à qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que le management. Ce sont des domaines de réflexion que l'entreprise a complètement abandonnés et les ressources humaines aussi. On ne se pose pas la question pourquoi les gens viennent travailler. Et je citais tout à l'heure des penseurs français qui mériteraient qu'on s'intéresse à eux un peu plus, même s'ils sont d'un abord un peu plus difficile. Mais avant même de vouloir recréer du lien social ou de la QVT, qualité de vie au travail, il faut que les entreprises recommencent à s'intéresser. Qu'est-ce que c'est le travail? Pourquoi les gens viennent travailler? Ils ne viennent pas pour un salaire. Quoi, le travail? Le travail. Et pourquoi on y va? Je pense qu'on va au travail pour du lien social, pour rencontrer des gens, pour d'abord grandir, parce que le travail vous fait grandir. Le travail vous donne l'impression, et plus que l'impression, d'appartenir à une communauté qui est plus grande que vous, et de réaliser, grâce à cette communauté, des choses que vous ne pourriez pas réaliser tout seul. Pour moi, c'est ça le travail. Et c'est ça que ça devrait être, oui. Vous parliez de vos anciennes entreprises. Oui. Vous avez revu les patrons de ces anciennes entreprises? Est-ce qu'ils ont compris votre démarche? Est-ce que vous avez vu des patrons se repentir, entre guillemets? Réaliser comme vous ce qui s'est passé, en fait? Parce que vous étiez le bras armé, finalement. Non, je n'ai pas rencontré de patron qui, à un moment, en tout cas mes anciens patrons, qui à un moment se soient dit on n'aurait pas dû faire cela. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, moi les oukases, elles venaient bien souvent soit de l'autre côté de la Manche, soit de l'autre côté de l'Atlantique. Donc j'avais quand même rarement l'occasion de les rencontrer. Mais ce qui est drôle, ce qui est passionnant dans ce que vous dites, c'est que vous êtes en train de commencer à rédiger devant nous, là, sur le plateau du brunch, le tome 2 de votre bouquin. C'est-à-dire les leçons... Non, mais je vous le dis sans ironie, parce que rien de ce que vous dites là, qui est très intéressant,
figure dans le bouquin qui est un compte-rendu je répète, enfin je l'ai ressenti comme tel, d'une brutalité qui fait froid dans le dos. Mais là c'est intéressant. Vous remettez tout ça en perspective, vous allez bientôt finir, pas délégué syndical, mais un peu à gauche. Comme je l'ai dit, j'ai voulu dès le départ dans ce livre, à aucun moment, me donner le beau rôle. Ah bah c'est réussi. Et vous vous donnez même un rôle. C'est réussi. C'est pour ça qu'on attend le temps mieux. Vous vous donnez vraiment le rôle de l'homme absolument détestable. Enfin, je veux dire, tout le monde avait entendu parler de vous en disant mais on ne comprend pas la démarche de ce gars-là. Quand on lit le... Donc vous vous êtes donné... je ne voudrais pas commettre d'impair, mais est-ce que vous avez volontairement noirci le tableau pour essayer de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe? Alors, non. Il n'y a rien d'exagéré dans ce que je décris, donc je n'ai pas voulu le noircir. Par contre, il y a probablement des éléments qui auraient pu l'éclaircir un peu que je n'ai pas amené dans le livre. Mais noircir volontairement, non. Mais je ne l'ai pas éclairci. Est-ce que vous avez eu des... Parce que vous parliez tout à l'heure de ces gens que vous receviez dans votre bureau, etc. Est-ce que vous avez eu des procès pour harcèlement, des dossiers contre vous pour harcèlement, par exemple, ce genre de choses? Non, pas à titre personnel. J'ai été voir le tribunal d'instance à 2 reprises. La première fois, c'était avec ma patronne, la présidente, et quelqu'un représentant l'entreprise. C'était pour un délit d'entrave. C'est-à-dire, globalement, on a menti au comité d'entreprise. Et la deuxième fois, c'était pour obstruction au libre exercice du droit syndical. Et c'était également avec les mêmes acteurs, la même personne, la même présidente et la même entreprise. Et des salariés qui vous auraient attaqué après? Non. Mais le salarié ne peut pas attaquer à titre personnel le DRH. Il attaque l'entreprise. Oui. Ah oui, que des salariés ensuite attaquent la plupart du temps au prud'homme d'ailleurs l'entreprise. Oui, cela arrive beaucoup moins souvent qu'on ne le dit ou qu'on veut le faire croire. Ce n'est pas un automatisme, mais oui, il y en a eu. Alors, les nouvelles entreprises, le nouveau monde d'Emmanuel Macron, la Startup Nation, comment ça se passe dans ces startups justement, dans ces entreprises? Parce qu'il y a beaucoup de Français, la majorité des Français d'ailleurs travaillent dans des PME et non pas dans des grands groupes, dans les grands groupes que vous décrivez. Comment ça se passe dans ces structures-là? Alors, je ne connais pas ces structures-là. Donc, je ne peux pas en parler. En tout cas, je peux en dire quelques mots, mais je ne suis pas expert. Mais puisque vous travaillez à remettre du lien social dans l'entreprise désormais, etc., j'imagine que vous faites des conférences, que vous voyez des patrons, que vous voyez... Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités sont en train de changer chez ces patrons qui sont en train justement de faire l'entreprise qui va grossir demain? Je pense en tout cas que bon nombre d'entre eux essayent sincèrement de changer les choses. Mais comme je leur dis régulièrement, il y a un postulat de départ qui est faux, c'est qu'ils cherchent toujours à améliorer les choses pour être plus rentables. Tant qu'on cherchera à améliorer les choses pour l'être humain avec pour objectif d'être plus rentable, ce sera biaisé dès le début. On ne peut pas améliorer les choses et être plus rentable? C'est pas possible? On peut améliorer les choses et être rentable. Eux, ils tentent d'améliorer les choses pour être plus rentables. C'est très différent. C'est la vie de l'entreprise. Les entreprises privées, elles sont là pour gagner de l'argent. Vous le disiez vous-même tout à l'heure en disant qu'il faut gagner de l'argent pour pouvoir payer les salaires. Il faut en gagner, mais à un certain moment, c'est en gagner comment? Tant qu'on voudra simplement obtenir toujours plus du salarié, on fera fausse route. Maintenant, se poser la question, comme je le dis de temps en temps, faire en sorte dorénavant que l'on va atteindre les objectifs de l'entreprise au travers des salariés et non plus aux dépens des salariés. C'est là qu'est le débat aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous dites à tous les salariés de grands groupes, notamment, qui nous regardent ce matin, qui se disent « mais mon Dieu, mais mon DRH m'a peut-être ciblé alors que je n'ai rien fait, il n'y a rien dans mon dossier ». Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont glacés par ce que vous dites. Je pense que s'il y a des conseils à donner, c'est d'abord d'être un peu plus solidaires les uns avec les autres. 2, d'être très exigeants avec leurs représentants, que ce soit les délégués du personnel, que ce soit les représentants syndicaux, que ce soit les responsables syndicaux, être solidaires de cela, mais surtout très exigeants. Exiger qu'ils posent les bonnes questions au comité d'entreprise. Ça veut dire être en guerre, mais être en face à face? Pas être en conflit. Les meilleurs délégués syndicaux que j'ai rencontrés sont d'abord des délégués syndicaux qui font que je n'ai pas pu et que les entreprises ne pouvaient pas faire tout ce qu'elles voulaient, mais c'est surtout des gens qui n'étaient pas dans le conflit, qui étaient intelligents, qui écoutaient ce qu'on leur dit et qui argumentaient argument avec argument. Ils n'avaient pas besoin d'être dans le conflit. Pourquoi? Entre autres, parce qu'ils savaient que quand eux parlaient, il y avait une bonne partie du personnel derrière eux qui les soutenait. La question que je posais, c'est très intéressant ce que vous avez répondu. Il y a un autre volet dans la question, c'est est-ce que ça veut dire que systématiquement, les délégués syndicaux doivent être en frontal avec la direction? Non, pas en frontal. Frontal, si vous entendez par frontal confrontation, oui. Non.
La confrontation ne mène à rien. La confrontation, quand on est dans la confrontation, c'est que c'est déjà terminé. On ne se parle plus. Bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du brunch, Didier Bill. Ça s'appelle DRH, la machine à broyer. C'est publié au Cherche Midi et on retiendra ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne peux pas regretter parce que ce serait trop facile. On a compris votre positionnement, évidemment. Merci infiniment d'être venu. Olivier, Dominique, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Passez un bon dimanche. Moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour le live politique en compagnie de Christophe Jacques-Huizine. À tout à l'heure. C'était votre programme.